Alors, bonjour et bienvenue sur ma chaîne enfinenforme.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Chamodo qui est avec moi. Bonjour, Bonjour. bonjour. Et donc, Jean-Pierre Chamodo est masseur kinésithérapeute, chercheur, auteur, formateur, conférencier et le créateur de la méthode Chamodo, la méthode LHCP, Oui. dont on évoquera en fin de vidéo. On va parler aujourd'hui d'un sujet passionnant qui est la physique quantique, un sujet qui est parfois contre-intuitif, hein, on le verra tout à l'heure. Ça se passe tout de suite, c'est après ça. Jean-Pierre Chamodo, bonjour. Bonjour. Et je suis content de vous recevoir aujourd'hui sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter à l'audience, s'il vous plaît? Oui. Bon, merci de m'avoir invité déjà, pour Avec commencer. grand plaisir. Ouais. J'ai commencé par l'école maternelle, Comme et puis moi. après j'ai fait le bac, et puis après j'ai fait kinésithérapeute, donc en France, master kinésithérapeute. J'ai fait des soins en kinésithérapie pendant des années pour me rendre compte que ça marchait bien dans tout ce qui était traumatologie. Vous faites une fracture, vous sortez d'un plâtre, tout ça, la kiné, ça marche bien. Mais dès qu'on sort de la traumatologie, dès qu'on va dans la rhumatologie, l'orthopédie, etc., c'est-à-dire par exemple les douleurs au niveau des lombaires, ben c'est pas efficace du tout. Ma quête était une quête d'efficacité à l'origine, et donc je suis allé étudier d'autres choses pour pouvoir compléter ma formation. Et donc c'est comme ça que j'ai fait 4 écoles d'ostéopathie, hein. Puis après, j'ai fait une école d'acupuncture, et comme ça me suffisait toujours pas, bon, j'ai appris le Qigong, puis je l'ai enseigné pendant une vingtaine d'années. Le Qigong, c'est un art martial interne chinois, hein. Et puis, j'ai commencé à créer ma méthode, et puis, comme ça suffisait toujours pas, j'ai essayé de comprendre la physique quantique. Bon, j'ai rien compris d'ailleurs, hein, mais bon, ça m'a toujours beaucoup aidé. Et j'ai appris plus tard que les gens qui prétendaient avoir compris la physique quantique, c'est qu'ils n'avaient rien compris. Donc, ça m'a un peu rassuré. Puis après, j'ai étudié la physique, l'épigénétique, qui est la conséquence, finalement, qu'est-ce que c'est que l'épigénétique? C'est quand on a compris la physique quantique et qu'on s'occupe de biologie cellulaire, sous l'angle de la physique quantique, ça donne l'épigénétique. Donc, j'expliquerai plus tard si ça vous Ouais. intéresse, l'épigénétique. Et donc, j'ai étudié aussi la biophotonique, et j'ai mélangé tout ça, et ça donne la méthode que je propose aujourd'hui, qui s'appelle la libération holographique du cœur péricarde. Voilà. Très bien. Merci Jean-Pierre. Ouais. Euh, Est-ce que, donc là, vous avez évoqué la physique quantique. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est concrètement la physique quantique? Enfin, concrètement ou Bon, le plus concrètement possible? ouais. Pourquoi c'est intéressant de s'occuper de physique, déjà, pour commencer? Parce que si vous voulez trouver un mode d'emploi efficace pour la santé et le bien-être, vous devez comprendre ce que c'est que la réalité. Or, c'est la physique qui nous explique ce que c'est que la réalité. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, il y a deux physiques, donc deux visions radicalement différentes de la réalité, hein. Une première physique qu'on appelle la physique classique, celle qui est officielle, hein, et on va dire que cette physique classique reconnaît que la réalité, c'est ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, c'est-à-dire la matière. Et pour cette physique, l'invisible n'existe pas. On va parler donc d'une physique matérialiste. Et puis, il y a une autre physique qu'on appelle la physique quantique, qui dit effectivement la réalité, c'est la matière, mais c'est aussi l'invisible. Et donc, quand la physique quantique parle de l'invisible, elle parle du champ, CHAMP, donc le champ du vide quantique, c'est le terme officiel. Mais on peut appeler ce champ champ morphogénétique, on peut appeler ça un champ de conscience, on peut appeler ça un champ d'information. Euh, les mystiques appellent ça l'âme, ou ils appellent ça Dieu. Peu importe les mots, ce qui m'intéresse, moi, c'est la réalité qui est derrière les mots. Donc, pour la physique quantique, la réalité, c'est la matière plus le champ, plus l'interaction entre les deux, parce qu'il y a de l'information qui passe entre la matière et, et le champ. Voilà. Et donc, cette compréhension de la réalité
va nous donner une compréhension de notre identité. C'est-à-dire que pour les matérialistes, je ne suis qu'un corps, séparé des autres corps. Je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi, nos intérêts sont divergents, je peux agir pour mes intérêts au détriment des vôtres, et donc forcément l'autre, ça peut être un danger potentiel, ça peut être un concurrent potentiel, ça peut être un ennemi potentiel, et le fait de croire à ça, ce qui est faux, va m'amener à avoir peur, et donc à trouver comme solution que si je veux vraiment avoir la paix, ben, il faut que je fasse la guerre, que je gagne la guerre, que je tue l'autre, et comme ça je suis tranquille, il n'y a pas de problème. Donc là, cette notion de matérialité, il n'y a que la matière, amène, qui est fausse, amène une croyance qui est également fausse dans la séparation, et parce que je crois dans la séparation, je crois que l'autre est un ennemi, donc la croyance dans l'ennemi, ce qui est faux. Et cette croyance dans l'ennemi amène comme solution possible de gagner la guerre contre l'ennemi. Et du coup, au final, ça sert quoi? Ben, ça sert la mort. Donc voilà, sur le plan de la matière, les matérialistes, avec leurs croyances qui sont erronées et qui aboutissent à la mort, c'est-à-dire à la guerre et à la mort. Donc là, on touche à des principes de la physique officielle qui Classique, sont physique classique. qui reposent sur 5 principes. D'accord. Donc 5 principes, et sur les 5 principes, en fait, ce sont des hypothèses que les physiciens ont adoptées par rapport à leur sens. Mais le problème, c'est que nos sens humains, par rapport à la réalité, ne captent qu'une toute petite partie de la réalité, ce qui fait que on est complètement trompé par nos sens. Hein. Et par exemple, Einstein a pensé que l'espace existait, hein, et parce qu'il a été trompé par ses sens. Et on a vu plus tard qu'il s'était trompé. Hein. Donc, ces 5 principes, le premier principe de la physique classique, c'est l'existence de l'espace et du temps. Mais donc la physique quantique repose sur 5 autres principes qui contredisent les principes de la physique classique, mais qui, eux, ont été démontrés. Par exemple, le 4e principe de la physique quantique, qu'on appelle l'intrication quantique, parle de non-localité. Donc l'espace n'existe pas. Hein. Il parle d'intemporalité pour le 5e principe. Donc le temps n'existe pas. Hein. Si l'espace n'existe pas, ce qu'on appelle l'intrication quantique, ça veut dire que la localité n'existe pas, et ça veut dire que nous sommes tous un. Donc, dans la physique classique, ils croient dans la séparation à tort, alors que dans la réalité, il n'y a pas de séparation. Donc, du côté de la physique quantique, il y a le visible plus l'invisible plus l'interaction entre les deux. En termes d'identité, je suis le corps plus le champ plus l'interaction entre les deux. Et ça s'appelle une conscience. Et est-ce que moi, du coup, je suis le corps, le champ, et vous êtes le même corps et le même champ? Alors, bon, donc je reviens au champ. En biophotonique, certains scientifiques pensent que le champ, c'est un champ photonique, c'est des photons, et que ce champ photonique obéit à peu près aux mêmes lois que l'eau. Donc, si on veut comprendre ce que c'est que le champ, eh bien, quand les physiciens parlent du champ du vide quantique, c'est le champ de l'univers. Donc, c'est vraiment très, très grand. Hein. Et donc, on va pouvoir comparer ce champ de l'univers à l'océan. Après, on parle de champ de conscience individuelle. Votre champ de conscience individuelle, c'est une vague. Mais est-ce qu'il y a une séparation entre la vague et l'océan? Il y a des mots qui séparent, mais dans la réalité, c'est pas séparé. C'est de l'eau. C'est un océan constitué de plusieurs vagues. Donc vous êtes un océan plus une vague de l'océan. Je suis l'océan plus la vague. Plus une vague, plus une vague. Plus une vague. Moi, je suis le même océan, plus une autre vague. Une autre vague que vous. Voilà. Donc nous sommes l'océan tous les deux. Et donc il n'y a pas de séparation. Voilà. Et donc s'il n'y a pas de séparation, en aucun cas vous pouvez être un ennemi. Mais vous pouvez avoir des comportements dangereux
si vous oubliez qui vous êtes. Et oublier que vous êtes l'océan et croire que vous n'êtes que la vague, ça s'appelle l'ego. Question d'identité, là. C'est une question d'identité. Hein. Donc en termes d'identité, vous êtes le champ, plus le corps, plus l'interaction entre les deux, c'est-à-dire une conscience. Hein. Et ce champ, cette conscience, elle a plusieurs particularités qui ne sont pas très connues. Elle est créatrice, c'est-à-dire que c'est en tant que conscience, c'est vous qui créez votre réalité matérielle. C'est ce qu'on appelle l'effet observateur de la physique quantique. C'est toutes les expériences de la double fente. Hein. Vous êtes une conscience une, c'est-à-dire il n'y a pas de séparation, et vous êtes une conscience en voie d'évolution. Donc ça veut dire, si on parle d'évolution, il y a évolution et donc le pendant, c'est involution. Et qu'est-ce que c'est que d'être évolué? C'est comprendre, savoir et vivre l'expérience de votre véritable identité, à savoir que vous êtes l'océan et la vague. Hein. Et quand vous oubliez ça, on appelle ça involuer. Et vous croyez que vous n'êtes que la vague. Et à ce moment-là, vous allez avoir un comportement de guerre. Donc c'est important de savoir qui on est finalement. C'est parce que vous ignorez qui vous êtes et que vous êtes involué que vous pouvez faire la guerre, créer un environnement qui soit stressant pour vous et pour les autres. Vous auriez un exemple concret de qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'individu pour me sentir L'océan, l'océan, oui, ben c'est exactement ce que je propose dans ma méthode. c'est votre méthode. Oui, Donc, c'est ça. mais juste un exemple concret, qu'est-ce que je peux faire Si vous voulez, ma méthode, elle consiste à reconnecter vos cellules au champ. D'accord. Et quand vos cellules sont reconnectées au champ, vous commencez à sentir le champ, c'est-à-dire votre âme. Ouais. Hein. Et comme votre âme, c'est l'amour, la paix et la joie, si vous êtes connecté à votre âme, bah, vous sentez l'amour que vous êtes. Et vous allez avoir envie d'agir dans le sens de l'amour et du respect. Si vous oubliez qui vous êtes et si vous vous déconnectez du champ et de votre âme, vous ne sentez plus l'amour que vous êtes. Et vos actions seront vides d'amour. Et ça peut donner des actes de guerre et tout ce qu'on connaît actuellement sur notre planète. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que ce n'est pas l'être humain qui est mauvais. Et donc, la solution, ce n'est pas de tuer celui qui est mauvais, parce que ça n'existe pas, les gens mauvais. Il y a des gens qui sont involués et d'autres qui sont évolués. Et donc, la solution consiste à aider les gens involués à évoluer, et non pas à les tuer. Parce que quand ces gens sont évolués, ben, ils sont à nouveau dans un comportement d'amour. Voilà. Mais vous voyez, ça nous amène loin. Donc, là, je ne sais pas si on va respecter votre plan. Pour revenir un peu à la physique quantique et par rapport à la physique officielle, est-ce que y a une limite entre les deux en termes de micro et de macro? Où est la limite finalement entre la physique quantique et la physique Bon, il officielle? faut savoir que dans la physique quantique, il y a une histoire et il y a des périodes. Hein. Et donc, au tout début de la physique quantique, effectivement, on croyait, donc on a été surpris par les lois de la physique quantique. Ça ne faisait pas comme nos sens nous avaient appris, donc c'était contre-intuitif et c'était inquiétant parce que ça nous sortait de nos habitudes, hein, et de nos certitudes et de nos croyances habituelles. Donc ça crée un très grand malaise parce que c'était très particulier de comprendre la physique quantique et à l'époque, ça rassurait beaucoup de penser que ces lois de la physique quantique s'appliquaient à l'infiniment petit, c'est-à-dire aux particules. Hein. Mais il y a une deuxième période de la physique quantique, ça a évolué, on s'est rendu compte que ça s'appliquait à toutes les échelles. C'est-à-dire que ça ne s'applique pas seulement aux particules, ça s'applique à une molécule, ça s'applique à un organe, ça s'applique à un être humain, et ça s'applique à plus grand encore. Et donc ça, récemment, donc on a découvert que en fait, les lois de la physique quantique s'appliquaient à toutes les échelles. Ce qu'on appelle la loi d'échelle. Hein. D'accord. Et je rebondis sur un sujet qui est l'intrication quantique. Pour revenir plus tard sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce
que c'est que l'intrication quantique? Donc, il faut refaire de l'histoire pour ça. Il faut remonter à l'époque de Einstein et Bohr. Et donc, Début 20e. oui. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Einstein s'amusait à taquiner Bohr en lui montrant des problèmes qui étaient censés prouver à Bohr que la physique quantique ne tenait pas la route. Il se trouve que Niels Bohr les a tous résolus les uns après les autres, jusqu'au dernier, qui n'a pas été résolu de leur vivant, et où Einstein avait posé un problème à Bohr, et c'était le fameux paradoxe EPR, hein, Einstein, Podolsky, Rosen. Et donc, dans ce paradoxe EPR, donc, il était question de bombarder un atome, et il y avait 2 photons qui sortaient de chaque côté à la vitesse de la lumière et qui s'éloignaient l'un de l'autre. Et quand on changeait la rotation, c'est-à-dire le spin d'un photon, immédiatement, instantanément, le spin du photon de l'autre photon changeait. Et donc, Einstein croyait dans la localité et il pensait qu'il y avait un signal qui partait d'un photon et qui allait à l'autre photon, mais à plus de 2 fois la vitesse de la lumière pour pouvoir atteindre l'autre photon. Et Einstein, à l'époque, avait dit que rien ne pouvait aller au-dessus de la vitesse de la lumière. Et Einstein se servait de ça pour dire à Bohr que sa théorie quantique ne tenait pas la route. Donc ensuite, Bohr a répondu à Einstein, il n'y a pas 2 photons dans 2 endroits de l'espace, mais il y a un photon dans 2 endroits de l'espace en même temps. Ce qui voulait dire, en fait, il parlait de non-localité. Alors, ce problème-là qui a été posé par Einstein pour contredire Bohr a fait réfléchir un physicien plus tard qui s'appelait John Stewart Bell et qui a réfléchi à ce problème et qui a trouvé une astuce pour départager Einstein de Bohr. Et parce que donc de leur vivant, on n'a pas su qui avait raison ou qui avait tort. Et donc ça a donné le théorème de Bell qui a fait réfléchir le physicien Alain Aspect physicien français Alain Aspect, qui en 1982 a fait une expérience qui a pu départager Bohr de Einstein. Et en 1982, Alain Aspect a prouvé que Einstein s'était trompé, hein, parce que Sur la théorie de la l'espace n'est pas local. Et donc, il a démontré que l'espace n'était pas local. Hein, en 1982, et Alain Aspect a été prix Nobel de physique en 2022 grâce à cette expérience qui a prouvé ce qu'on appelle l'intrication quantique, c'est-à-dire la non-localité et le fait que nous sommes tous un et non séparés. 40 ans plus tard. Oui, 40 ans plus tard. Et du coup, est-ce que, pour revenir à ce qu'on parlait au niveau des échelles tout à l'heure, c'est pour ça que je pensais à l'intrication, vous avez évoqué les photons, hein, on change la position d'un photon, le spin, le spin d'un photon, ouais. Et ça change immédiatement le photon qui est dans le spin de l'autre, ouais. L'espace, enfin, ouais. pas l'espace, mais Ouais. quelque part ailleurs. Et est-ce que si au niveau moléculaire, c'est possible, au niveau, un niveau plus grand, forcément à toutes les échelles. À toutes les échelles. Ouais. Concrètement, est-ce que vous auriez un exemple concret de quelque chose qui pourrait changer d'un état, quelque chose que je pourrais voir moi, ailleurs, je peux vous le prouver parce que par les soins à distance que je fais. Donc, je peux changer le corps de quelqu'un à distance. Hein, mais en fait, quand on dit soin à distance, c'est un abus de langage puisque les distances n'existent pas. Hein, donc, j'ai aucun mérite de faire un soin à distance puisque les distances n'existent pas. Je me sers tout simplement d'avoir compris de la non-localité pour me servir de la non-localité et pouvoir obtenir des résultats concrets sur un corps à distance. Donc, il vous faut une photo de la personne? Il vous faut avoir été en contact avec la personne? Pas du tout. Pas du tout. Alors là, le contact, il y a la moitié des physiciens qui disent qu'il faut un contact pour qu'il y ait une intrication possible. Et l'autre moitié des physiciens qui disent, et notamment Nassim Haramein, qui nous dit qu'avant le Big Bang, on était tous en contact physique. Parce qu'il y a des physiciens qui disent qu'il faut un contact physique pour être en intrication. Mais ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on a tous été en contact avant le Big Bang. Donc tout le monde est intriqué. Et donc on peut agir à distance sur tout le monde, en bien ou en mal.
c'est à nous de choisir.